Passionnés de voler de course au large, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large, normalement tous les samedis à 18h, mais exceptionnellement aujourd'hui, ce lundi à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du défi Azimut qui s'est couru et qui a malheureusement été très triste qui a entraîné quelque chose de très triste pour un skipper. Ensuite, on va parler de la Global Solo Challenge qui continue et qui est passionnante. Ensuite, on va parler justement de Nicolas Troussel qui a perdu son sponsor suite à son dématage. Ensuite, on va parler de la Mini Transat qui est partie et qui est passionnante. Ensuite, on va parler de la Clipper Run the World qui continue. Et ouais, c'est un gros actuel, c'est pour ça que je regarde un peu mes fiches parce que retenir tous les titres, c'est compliqué. Ensuite, on va parler de Jean Le Cam qui a mis à l'eau son nouveau bateau. Deuxième bateau sans foil, neuf mis à l'eau. Ensuite, on va parler de l'Ocean Globe Race qui, elle aussi, continue de la première étape. Et enfin, on parlera de Armel Tripon qui a annoncé qu'il avait lancé la construction de son nouveau bateau. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf les jeudis dans le planning qui est en post-communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec le défi Azimut. On commence cette actu large par le défi Azimut qui s'est couru, qui était assez cool à suivre. Même si, surtout pour un, ça a coûté le sponsor. Et pour d'autres, ça a été très dur à la fin. Et donc voilà, le départ avec du vent passage de Azimut 1 avec Charles en tête, suivi par Massif. Massif qui a fait une très belle course. Charlie qui a fait une très belle course, mais des petits choix stratégiques pas très bons à certains moments. Comme là par exemple, voilà, où il était en tête. Et malheureusement, du coup, Charles, alors malheureusement pour moi, j'en connais un qui devait être très heureux. Malheureusement pour moi, du coup, et malheureusement pour Charlie, ça s'est retourné contre lui, cet option s'est retourné contre lui. Et donc, Charles est passé en tête. On voit l'abandon de Nexans Arrêt Fenêtre, je crois, problème d'électronique. On a eu aussi l'abandon du bateau de Eric Bellion, des problèmes de jeunesse. Et malheureusement, l'abandon de Nicolas Troussel et Benjamin Schwartz, qui, on va le voir plus tard, mais qui a carrément coûté le sponsor de Nicolas Troussel. Voilà, dématage pour le bateau. J'ai pas envie de dire le nom du sponsor, parce que larguer son skipper à un an du Vendée Globe, c'est... Voilà, je dirais pas ce que c'est, mais j'en pense pas moins. Parce que ça fout vraiment dans une situation de merde. Mais après, il y a aussi les problèmes. Faut dire aussi qu'il y a quand même des problèmes avec les mâts. Les mâts des IMOCA. Il y a ce système de monotypie où il y a un seul constructeur. Donc c'est Lorima qui fabrique tous les mâts des IMOCA. Et donc ils ont un agenda qui est surchargé, Lorima. Je pense qu'il va y avoir des règles à revoir pour 2028 et potentiellement choisir un deuxième fabricant et que les skippers aient le choix entre deux fabricants pour pouvoir décharger un peu Lorima, quoi. Parce que là c'est le bazar. Dès qu'il y a un dématage, c'est l'enfer. Voilà. Dès qu'il y a un dématage, c'est l'enfer. Donc il va vraiment falloir changer ça. Du coup, passage de Azimut 3 et on voit que le vent commence à diminuer. Et là, si vous aviez du retard, c'était déjà mort en fait. Parce que clairement, devant, ça passait encore à peu près. Même si on voit que voilà, ça affaiblit. Les bateaux derrière, là par exemple, New Europe et Human Immobilier, c'est compliqué quoi. C'est compliqué derrière. Et voilà l'arrivée du coup. Et du coup, victoire de Charal, Jérémy Bayou et Franck Camas qui l'emportent devant Massif, Charlie et Pascal qui font une deuxième place. Belle deuxième place, même si voilà, on voit que ouais, Massif, très bon bateau, très bon bateau. Et bon deux très bons skippers à bord, petite erreur stratégique, mais c'est pas très grave. Faut bien laisser quelques miettes parfois.
Force de Planète 3ème devant Paprika 4ème. Initiative Cœur qui va faire 5ème devant Teamwork. 6ème, 7ème Team Malaysia. 8ème VNB Monbana Mayenne. Fortinet Best Western 9ème devant l'Occitane en Provence. Clarisse qui fait 10ème. Clarisse qui a eu quelques petites difficultés là sur celle-là, mais bon, rien d'inquiétant. Groupe Apicil 11ème devant MACSF 12ème. Devenir 13ème. Belle première course du coup de Violette qui finit premier non-foiler. Donc très belle course de Violette et de Damien Guillou. Mon duo for a job, deuxième bateau sans foil, 14ème devant Maître Coq, 15ème. Un petit peu déçu de Maître Coq. J'avoue, un petit peu déçu, je m'attendais à mieux. Est-ce que c'était une mauvaise passe sur cette course-là ou est-ce qu'il y a un truc qui va pas sur le bateau? On verra ça, là, j'ai pas. La Micaline, 16ème devant Bureau Vallée, 17ème. 18ème place pour Hublot devant Prismian Group, 19ème. Prismian Group, bon, première course avec les grands... première ou deuxième course avec les grands foils. Faut encore apprendre à dompter le bateau avec ces grands foils, hein. Ça va venir au fur et à mesure. 20ème place pour Biotherm. Pas très bonne place, mais après, comme j'ai dit là, vraiment, si tu étais un peu derrière au début, c'était mort parce que derrière le vent en fait tombait par l'arrière. Nous, c'était l'enfer. 21ème place pour Oliver Air Ocean Racing. 22ème place pour Lazare. Tanguy un petit peu déçu de sa course. Mais bon, bah, il fera mieux la prochaine fois, c'est pas très grave. Fiv Lantana Environnement. Fiv Group Lantana Environnement, 23ème. Donc, Duc 23ème. Devant Coup de Pouce en 24ème position, Manuel Cousin. Coup de pouce, j'ai fait manutention vu que bah, Groupe 7.1 a arrêté son sponsoring, mais du coup maintenant il y a d'autres sponsors qui sont arrivés. DMG Mori, 25ème devant Mon Courtier Énergie, 26ème avec Sébastien Marseille et Sophie Fagui. D'Etern Group, 27ème, Denis Van Der Berg avec Erwan Le Menet. Jantou Sailing Team, 28ème devant New Europe, 29ème. Human Environnement, 30ème. Et après, on a eu un pas parti, donc freelance. Et les abandons, du coup, Nexens Arrêt Fenêtre, Standas One et Nicolas Troussel et Benjamin Schwartz. Ouais, vous avez vu, j'évite le nom du sponsor. Hein. Bah, c'est une banque, hein, fallait pas s'attendre à autre chose. Hein. Hop, ça c'était une balle perdue contre une autre banque. Hein. Voilà. Après, il y a eu les runs finales, du coup, le dimanche. Après, Carca s'est imposé 2 minutes 40 devant Massif Santé Prévoyance. Donc Charlie et Pascal ont fait 2,49, 2 minutes 49. Égalité avec Charles, 2 minutes 49 aussi. Bureau Vallée, 4ème, 2 minutes 50, donc 1 seconde derrière. Force de Planète, 2 minutes 58. L'Occitane en Provence, 3 minutes 3. Malaysia Sea Explorer, 3 minutes 4. Teamwork, 3 minutes 4, donc égalité aussi là. Initiative Cœur, 3 minutes 5. Groupe Apicil, 3 minutes 7. Prismian Group, 3 minutes 13. Et Biotherm, 3 minutes 23. On a jusqu'au 12ème, on n'a pas plus loin. Mais voilà. Les runs, c'est... Ça dit un petit peu sur la performance du bateau, mais pas trop, parce que les conditions changent quand même un petit peu entre temps. Donc, c'est pas vraiment hyper fiable pour avoir une idée de la performance. Enfin, pour vraiment voir qui est plus performant. Mais on voit quand même qu'on retrouve des bateaux... on retrouve quand même les meilleurs bateaux avec Paprika, Massif Santé Prévoyance, Charal, Bureau Vallée, Force de Planète et l'Occitane en Provence. Enfin, voilà, les meilleurs bateaux sont devant encore. Et d'ailleurs, Bureau Vallée... pas Bureau Vallée, mais Force de Planète, Thomas Ruyant, c'était sa dernière course avec le bateau. Puisque son bateau neuf est remis à l'eau. Après ses problèmes structurels sur la Fast Night Race. Et donc du coup, on devrait bientôt le retrouver sur son nouveau bateau. Voilà. C'était un super défi azimut. On a pu voir des petites choses. On voit que clairement la bataille va être acharnée entre surtout 3 bateaux, je pense, Paprika, Massif et Charal. Ça va être chouette à suivre. Derrière, il y a des bateaux quand même à ne pas oublier. Bureau Vallée, Force de Planète et l'Occitane en Provence. Même Mandia, je pense que c'est pas oublié. Enfin voilà, là même tout le groupe des 10 premiers là, ça va être que des bateaux, c'est que des bateaux super, avec des skippers super. Ça va être très serré, la Jaivab va être super intéressante, puisque la Jaivab c'est la prochaine course des IMOCA. Et bien évidemment, on la suivra, d'ailleurs je serai au départ, mais on la suivra bien évidemment dans Actu Large.
on continue cet acculage par la Global Solo Challenge qui continue. Et bah ça y est, ça se met en place, hein. Les bateaux partent. Alors là, c'est un bateau qui va rejoindre la ligne de départ. Mais voilà, le premier bateau qui passe l'équateur. Alors là, je dézoome, il y a 2 bateaux, je dézoome à fond. Mais à un moment donné, on pourra plus faire de dézoom, il faudra qu'on fasse 2 points à chaque fois. Mais on voit que ça descend l'Atlantique. Alors, il passe au milieu, en fait. Le premier bateau passe au milieu. Et on va voir, du coup, des nouveaux départs, là, bientôt. Ça se met en place, ça y est. Ils sont 4, du coup, maintenant en mer sur le départ. Enfin, sur la course. Et voilà, 2 bateaux qui partent en même temps ici. Et donc, voilà la situation actuelle. On va mettre, du coup, la météo de windy, ce sera plus propre. Et voilà la situation actuelle. Donc le premier bateau qui est au niveau de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Qui avance pas très vite actuellement. Il a 4 nœuds 9. En vrai ça va. Mais bah, l'objectif c'est d'aller choper je pense la dépression qu'il y a là. Va pas falloir traîner. Mais ça a l'air d'avancer un petit peu quand même. Il a 4 nœuds 9 devant. Il n'y a pas trop d'anticyclone. Donc en vrai ça se tentait le passage au centre. A voir, faut pas qu'il se fasse piéger par contre, mais ça se tentait le passage au centre et il le fait. Et derrière, donc on voit l'autre bateau qui est en train de passer. Ah, alors non, l'autre bateau, j'avais pas vu, mais il est en escale. Donc malheureusement, du coup, c'est normalement c'est abandon ou finir hors course. Alors j'ai pas l'info du coup, j'ai pas vu l'info, mais j'ai pas vu l'info passer. Je l'ai loupé du coup. Mais du coup, il est dans une escale ou alors il est au mouillage. Je vais essayer de regarder ça et je vous referai un petit enregistrement pour vous le dire. Et derrière, du coup, on a 2 bateaux partis qui, bah, du coup, passent par le large. Vont tenter de passer par le large, comme on peut le voir. Alors ça, c'est un bateau qui va prendre le départ, mais plus tard. Il rejoint, c'est un classe 40 qui arrive des États-Unis et qui rejoint la Corogne, du coup, pour prendre le départ. Là, c'est un bateau qui arrive de la Méditerranée. Et ces 2 bateaux qui sont partis pour le tour du monde. Donc un X-37, le souffle de la mer, le souffle de la mer 3, un bateau français. Et Mowgli, un Actual 46, donc un autre bateau français. Et donc 2 bateaux qui sont partis. On va commencer par la météo pour eux. Mais comme on peut le voir clairement, ils cherchent à aller passer dans ce couloir de vent. Peut-être même aller jusqu'aux îles des Açores pour ensuite descendre. Parce que là on voit que c'est un peu bouché par là. Ah non, ça s'ouvre après. Ça s'ouvre après. Donc je pense que l'idée ça va être de rester dans le couloir de vent jusqu'à ce que ça s'ouvre et après pouvoir descendre au sud. Ensuite pouvoir descendre au sud pour aller vers les îles de Madère. Après il faudra vite descendre parce qu'on voit que le 4 octobre, donc dans 2 jours, il y a une dépression qui arrive et qui va faire qui se retrouvera auprès. Donc il va vite falloir changer et aller vers le sud quoi. Et viser Funchal. Donc Madère. Et je pense que de toute façon, il faudra rester proche des côtes. Ils ne pourront pas trop s'éloigner parce que derrière, il n'y a pas d'alizé. Il n'y a pas d'alizé au large. Donc il faudra essayer de descendre par ici, je pense. Il faudra essayer de descendre par ici et passer dans les îles. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'air, quoi. Descendre par ici et passer dans les îles. Et essayer de prendre ces petits filets de vent qui sont là. Il y a des petits filets d'air. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'alizé, quoi. Ça, c'est bon pour le premier. Hein. Ça, c'est bon pour le premier qui est parti parce qu'il avait eu des très bonnes conditions pour descendre. Et ceux de derrière, c'est beaucoup moins bien. Donc, et on voit qu'après, le 8 octobre, sur les Canaries, il n'y a plus rien, quoi. Mais ouais, il faudra venir longer. Il faudra descendre après. Il faudra descendre et passer par ici. Et longer ici. Mais ça va pas être facile. 9 octobre. Il faudra longer les côtes ici. Et après, il y a un semblant d'alizé le 9 octobre par ici, mais ils y seront pas, je pense pas. Et ça revient le 10 octobre. Il y a un peu d'alizé. Il y a de l'alizé un peu plus fort qui revient le 10 octobre, le 11 octobre même. Donc ouais, il faudra venir ici. Et après, on pourra aller vers le large et descendre. Et pour l'instant, il y a un peu tenant un peu fort. Mais ça va pas être facile ces premiers jours de navigation là. Ça va pas être facile pour eux. On va regarder du coup une météo pour un redépart pour lui. Attends, je vais même regarder les actus.
Donc du coup, j'ai regardé, il est en arrêt technique. Alors, il est pas en escale, il s'est juste mis au mouillage en fait. euh, pour, euh, pour réparer, il a des petits problèmes de bout dehors, de safran, tout ça. Donc il trouve qu'avec du réseau mobile, il aura un peu plus de facilité à réparer. Donc du coup, il s'est mis au mouillage, donc il n'est pas en escale, il aura pas d'aide extérieure, donc il aura pas de pénalité de temps. Parce que du coup, une escale, c'est une pénalité de temps sur cette course. Et donc du coup, là, il en aura pas, puisque bah, il ne fait pas escale. On va regarder la météo, comment elle peut être pour lui pour un redépart dans les prochaines heures. Là, faut... Déjà, j'ai une petite idée, parce qu'on a vu un petit peu avant, là. On a vu un petit peu avant ce que ça donnait. Et bah, clairement, on a vu que c'était pas facile les prochains jours. Petit bug de carto. Donc on a vu que les prochains jours allaient pas être faciles. Donc il faudrait repartir assez rapidement, je pense, là. Si possible. Parce qu'on voit que voilà, il y a une grosse zone sans vent qui s'installe sur les îles du Cap-Vert. Et on voit surtout que bah, les alizés commencent à s'éteindre tout doucement. Donc ouais, il faut repartir dans les prochains jours. Sinon, après, pour l'instant, il y a encore du vent au large. Il y a encore un peu de vent au large et le poteau nord semble pas encore trop compliqué. Donc ouais, faut repartir avant le 5, je pense. Avant le 5, s'il peut être reparti, c'est pas mal. Parce qu'il y aura encore de l'air pour descendre. Parce qu'on voit que ça y est, à partir du 5 au soir, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Le vent s'évanouit, enfin c'est... Le 6, ah le 6 ça passe encore, ouais. Non, le 6 ça passe encore. Par contre le 7, on voit qu'il y a plus... Le poteau noir, il s'est un peu refermé. Le vent est vraiment faible. Le 8, il n'y a plus du tout d'air, il y a un poteau noir énorme. Donc ouais, là, faut repartir, faut réparer et repartir dans les plus brefs délais. Le 9, ça pourrait repartir, mais le problème, c'est que le poteau noir est assez fort. Elle a l'air assez fort. Mais s'il parle le 9, en vrai, le 10, le poteau noir s'est calmé. Donc, et le 11, il n'y a plus beaucoup de poteaux noirs. Ouais, soit il repart dans les prochaines heures, soit après il peut repartir vers le 9 et avoir un poteau noir grand ouvert. Après, dans tous les cas, c'est toujours mieux de repartir le plus vite possible. Et même dans la molle, au moins il avancera quand même. Et dans tous les cas, ça lui permettra de ne pas perdre trop de temps par rapport à ceux qui vont arriver derrière à pleine vitesse, quoi. Mais je vous rappelle que du coup, le principe de la course, c'est que les bateaux les plus lents sont partis devant, les bateaux les plus rapides par derrière, et c'est un peu le... C'est une chasse, quoi. Et donc du coup, faut pas se faire rattraper par les bateaux qui arrivent de derrière. Et là, bah, il a deux concurrents qui sont partis derrière. Donc faut pas trop traîner, quoi. Faut pas trop traîner. Et il faut pas trop traîner pour pas laisser trop s'échapper le premier qui a l'air très bon et qui fait un très bon début de course, quoi. Donc à voir. Mais bon, normalement, ça devrait quand même pouvoir... S'il part vite, là, ça devrait pouvoir passer le poteau noir assez rapidement et passer assez vite dans l'hémisphère sud. Et après l'hémisphère sud, on voit que l'alizé est quand même assez présente, quoi. Il y a une belle alizée dans l'hémisphère sud, donc ça le fait. Et donc pour le premier, il est dans la molle, enfin il est proche de la molle là d'un cyclone de Sainte-Hélène. Mais l'objectif, clairement pour lui là, voilà, la molle se résorbe avec la dépression qui approche. Et ben l'objectif pour lui là, c'est clairement de profiter de cette dépression pour descendre encore vers le sud. Et en fait aller chercher les dépressions des 40e, quoi. Pour lui, les 40e sont vraiment plus très loin, quoi. On voit que la dépression met un moment à avancer, donc il a presque le temps en fait d'y aller. Alors le temps, c'est vite dit, mais... Et on voit que ça y est, il a la dépression, elle avance. Et donc quoi, il a la porte grande ouverte, quoi. Ça, c'est un coup de chance. Il a une porte grande ouverte pour aller. Il n'y a pas d'anticyclone. L'anticyclone, il y a un semblant ici, là. Il y a un semblant de molle ici. Qui est positionné entre deux îles, là. Mais sinon, c'est grand ouvert, quoi. Par contre, c'est violent. Première dépression, elle va pas être gentille, quoi. Après, il arrive dans les mers du Sud en automne, hein. Donc au printemps austral. Printemps austral, c'est encore assez violent, quand même, hein. Même l'été, c'est violent, mais plus t'es proche de l'hiver, enfin plus t'es loin de l'été austral, plus c'est violent, quoi, entre guillemets.
Et par contre, ouais, il a la porte grande ouverte, donc je pense que la trajectoire, ça va être ça en fait. Boum, et ensuite descendre ici et venir se coller à la zone des... Il va venir se coller à la zone des glaces en fait. Hein. Clairement. On va revenir comme sur la... C'était la GGR. Où bah ils étaient tout le temps collés, souvent collés à la zone des glaces. Bah là, ça va être pareil. Ça va venir se coller à la zone des glaces avec la dépression. Parce qu'en fait, les dépressions, elles après continuent à aller plus sud. Donc je pense qu'en fait, la trajectoire, ça va être ça. Et ensuite ça. Et après, on voit qu'il y a un petit peu de vent le long de la zone des glaces. Donc en fait, il va contourner la bulle qui était là. Descendre et boum, et passer. Et je pense que ça va aller très vite. Hein. Il va aller très vite là. Hein. Là, franchement, il a une chance. Parce que si les ceux de derrière ont ça, par exemple, ça va être beaucoup plus dur. Là, le premier, donc qui s'appelle David Hugues David, je sais pas comment on dit. Donc c'est un Gallois. Il a une chance pas possible. Et franchement, il a une chance pas possible. Et c'est bien parti pour lui. Alors, on voit qu'après, voilà, la zone des glaces elle est assez haute là. Peut-être qu'après, ça peut encore changer. Hein. Ils peuvent encore les descendre si les glaces sont plus sud finalement. Mais ouais, il a de la chance. Il a de la chance pour sa course. Ça va être... la course poursuite, elle va être géniale. Ça va être génial à suivre. Franchement, j'ai hâte que tous les bateaux soient en mer. Ça va être assez fou. Il va y avoir sûrement des rebondissements et tout. Là, on voit une grosse tempête tropicale d'ailleurs. Ça va être assez fou à suivre. Et on va continuer à suivre ça dans Actu Large. La mauvaise nouvelle est tombée cette semaine. Nicolas Troussel perd son sponsor après le dématage de son bateau. Un bateau qui enchaîne les problèmes. Je suis dégoûté pour Nicolas, qui est un marin talentueux et qui ne mérite absolument pas ça. Se faire larguer à peine 1 an avant le Vendée Globe, c'est juste cruel. Même si Nicolas y croit encore un petit peu, et croyez-moi qu'il va se battre pour essayer de renverser la situation. Je suis deg aussi pour son équipe qui se retrouve du coup sans boulot après avoir abattu un énorme travail sur ce bateau. Espérons qu'ils retrouveront vite une place quelque part. Quant à nous, on va suivre l'actu de Nicolas Troussel de très près dans Actu Large. Ça y est, elle est partie. La course de mes rêves est partie. La mini transat est partie des Sables d'Olonne, direction les îles Canaries, Santa Cruz de la Palma. Avec 24 heures de retard, ils sont partis le lundi ou le dimanche à cause d'une queue de tempête tropicale qui passait sur le Cap Finistère. Et donc ils sont partis dans des conditions du coup assez molles. C'était assez mou au départ. Et on voit que du coup tu avais une marque à respecter au sud du golfe de Gascogne. Donc voilà, on voit les séries là actuellement, mais il y a les protos aussi. Protos avec un tout petit peu d'avance. Donc voilà, on voit que ça se bat. Des bateaux déjà bien largués chez les protos. 2 bateaux largués. Le 346, Franck Lovray et et Alpha Dianc, le 254. Pour eux, ça va être long. Alors, ils sont encore par 2, donc ils peuvent encore discuter ensemble. Mais vu que c'est des moyens de communication avec VHF, bah, quand t'es à plus de 15 000 d'un concurrent, t'es tout seul. Tu parles à personne. Donc, c'est pas facile. Pas facile. Faut mieux pas être largué sur cette course. Enfin, de toute façon, sur n'importe quelle course, faut mieux pas être largué, mais voilà. Là, c'est encore... C'est autre chose, quoi. Parce que tu peux parler vraiment à personne, quoi. Et des fois, ça fait péter des câbles. À certains. Passage à la Corogne avec de l'air. Et ensuite, le début de la descente. Avec pas beaucoup de vent. Un bateau qui tente l'ouest du DST. C'est le 915. Donc en série, le 915 Grégoire U. Qui tente l'ouest DST. C'est osé parce qu'il était tout seul. Mais comme on peut le voir, ça semble légèrement... Ça semble peut-être payé, mais non. Finalement, non. Et non, je vous ai fait un faux suspense. Hein. Je le savais. Je le savais que ça passait pas. C'était sûr. Et donc on voit que ça passe largement à la côte. Parce qu'en fait, il y avait le petit filet de vent qui était prévu ici. Après, il faut savoir que voilà, la météo qu'ils ont, c'est une météo qui est pas ultra précise. C'est de la météo... je
qu'ils reçoivent par radio. Donc c'est pas le truc le plus précieux au monde, quoi. Voilà, c'est un peu la roulette des fois la mini transat, mais bon. Mais c'est beaucoup le talent qui fait aussi les choses, hein. Surtout en série. En proto un peu moins, parce que en proto il y a aussi la performance intrinsèque du bateau, même sur série un petit peu aussi. Et en proto on voit que la bataille est serrée, alors qu'en série il y a un petit peu d'écart quand même, hein. Et il y a des options en série, des grosses options en série. On va bientôt arriver à la situation actuelle. Et on voit que là c'est encalminé, alors que ça s'échappe un peu par devant pour les premiers. Et finalement ça s'encalmine. Et on est à la situation actuelle. Chez les séries c'est le 893 qui est en tête, suivi par le 921 et le 998. Donc Bruno Lemunier en tête, suivi par Michel Giedebien. Je sais pas comment on dit. Désolé, un nom belge, désolé. Et Luca Rossetti en 3ème position. En proto, le 967, Céléris Informatique, Victor Mathieu est en tête. Suivi par le 1019, Federico Waxman. Et le 1050, Léa Nature, Marie Gandron. En 3ème position. On voit qu'il y a déjà des écarts, hein. Il y a déjà des écarts. Le dernier, du coup. Donc, un abandon d'ailleurs. DMG Maurice Sailing Academy 1. Frédéric Sampey qui a abandonné, malheureusement. Qui se trouve, du coup, par ici. Voilà, il est là. Et donc, le dernier, comme vous pouvez le voir, est très loin. Les derniers sont très loin. Le 958. Pourtant, un bateau pas très vieux. Mathieu Sapin qui s'est fait piéger, du coup, dans les zones sans vent. Et qui est déjà à 311 000. Chez les séries, du coup, le dernier est assez loin aussi, même si un peu moins loin que par rapport aux séries, par rapport au proto. C'est vaincre le mélanome Martin Oudé, qui est à 237 000 du leader. Voilà. Et après, on retrouve Olivier Goff, mais ouais, par exemple, là, ça, ils sont tout seuls. Là, ils captent rien, je pense pas. Je pense qu'ils se captent pas ensemble. Donc pas facile. Pas facile. Là, on voit un bateau qui tente le passage à l'intérieur. Et j'essaie de vous trouver... Alors, Anne Yardet, qui est assez connu, qui a déjà fait le Vendée Globe, Anne Yardet, qui retourne sur la Mini Transat. C'est assez particulier, mais c'est sympa. Qui est 52ème sur son 903. Et je cherche une personne que je suivais sur les réseaux. Enfin, que je suis sur les réseaux. Alors, Alexandra Lucas qui a bien progressé, qui est 44ème. Région Île-de-France. Sur le 989. Et voilà, Sacha Lagnès. Que je suis sur les réseaux, avec le 1053. Qui a 145 000 des leaders. Mais qui est dans le paquet. À se battre. Donc, pas trop mauvaise course. Même plutôt bonne course en vrai. Elle a eu des petits passages avec moins de vent et tout. Enfin, c'est la mini-trate, hein. Franchement, elle est tellement dure cette course que même quand tu fais une contre-perf, tu peux pas en vouloir, ou tu peux pas en vouloir à la personne. C'est assez quand même. Comme je dis, c'est un peu la roulette quoi. Avec la météo qu'ils ont, c'est un peu la roulette. Donc, c'est voilà. Déjà, faire un mini-trate, c'est déjà un gage de qualité du skipper et de performance quoi. Voilà. Est-ce que j'avais encore oublié que avec cette carto, quand tu faisais défiler les bateaux, tu ne pouvais plus voir la météo? Oui, j'avais encore oublié. Donc on va regarder la météo pour les prochaines heures. On voit que l'Alizé est plus très loin pour les leaders et un peu plus loin pour les mecs de derrière. Donc ça va partir par devant, je pense, un petit peu. Même si on voit que derrière, ça va quand même revenir. Le vent va quand même revenir assez rapidement. Mais dans tous les cas, ça partira par devant, puisque un peu plus de vent devant. Et donc après, ça va être une bataille d'empannage. Ça va commencer à être une bataille d'empannage dans un peu de vent. Donc ça va balancer les spies. Parce que ça va être assez VMG quand même. Ce sera pas du Dynax, ce sera du spi. Donc bataille de spi jusqu'à... Je pense jusqu'à La Palma. Après, il y a une option qui serait, une fois ici, d'aller chercher le large, passer au ras de Madère et ensuite redescendre comme ça. C'est une possibilité en vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a une zone sans vent là. C'est un peu compliqué de s'approcher des zones sans vent. Après, il y a aussi une zone sans vent là. Donc, mais on voit que voilà, après le vent est vraiment rentré. Donc peut-être une option à aller chercher
En fait, aller passer à ras de Madère ici et ensuite descendre en fait à fond. Et même à un moment, peut-être passer le Genac. À voir. Je pense qu'il va y avoir des options. Je pense qu'il va y avoir des options de voile, peut-être des petites options stratégiques aussi. Enfin, ça va être encore super intéressant, je pense. Ça va être encore super intéressant. Je regarde pour tout le monde parce qu'en fait, tout le monde est à peu près groupé. Hein. Les séries, les protos, il n'y a pas de gros écarts. Vu la météo qu'il y a, il n'y a pas des écarts de fou. Malgré que les protos soient quand même un peu plus légers puisqu'ils sont en carbone et tout. Il n'y a pas des écarts de fou. Donc c'est assez passionnant. Et ça s'est déjà vu des séries qui arrivent devant les protos. Hein. Et ouais, ça va être assez passionnant. On voit que là, le vent retombe un petit peu dans 59 heures. Donc, voilà. Après, il y a une zone avec un moins de vent. L'option d'aller longer là, finalement, est peut-être pas si bonne que ça. Je pense qu'en fait, non, il y aura sûrement plus une option à descendre en restant en fait sur cet axe ici, là. Et ensuite aller plus vers le large. Ah, quoique non, parce que ça revient là. Ah, il y a peut-être un truc à aller chercher ici quand même. Ouais, non, il y a peut-être plutôt le large en fait. 74 heures, de toute façon, 74 heures, ils auront sûrement passé ça. Peut-être pas les derniers, c'est ça le problème. Ce sera pour les derniers, je pense. Je pense que les premiers, ça devrait bien se passer. Les derniers, un peu moins. Mais ouais, plutôt le large finalement, parce qu'il y aura quand même... Il y a quand même une zone de molle qui s'installe un peu au bord là. Donc plutôt passer par le large, je pense. Plutôt passer par le large. Et descendre à fond vers l'arrivée. Descendre à fond vers l'arrivée. Avec un vent qui bascule un petit peu un peu plus à l'est. Donc à ce moment-là, s'ils arrivent comme ça, plutôt peut-être le Genac en vrai. Peut-être le Genac. Mais en tout cas, ça va être très intéressant à suivre cette fin de course. Et bien sûr, on regardera où est-ce qu'ils en sont. Je pense qu'il y aura peut-être des arrivées à voir. Mais on regardera où est-ce qu'ils en sont. Du coup, samedi, puisqu'on refait un Actu Large ce samedi. Donc on verra où ils en sont samedi dans Actu Large. On continue cet Actu Large par la Clipper Around the World qui continue. Et qui est très intéressante aussi. On va voir la bataille. Donc du coup on avait vu que je pensais que certains bateaux allaient passer la Scrolling Gate. Alors il y en a bien qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne l'ont pas fait. Clairement il y en a qui ont finalement décidé de ne pas la passer. Donc on voit Perseverance et Yacht Club Punta del Este qui passent. On voit PSP Logistique qui va la passer aussi. Donc on va chercher les points clairement. On va chercher les points. On essaye de gagner un maximum de points pour le classement. Et donc bah, les bateaux qui ne l'ont pas passé. Dar to Lead. Washington DC. Zhuhai, pardon. Halong Bay, Vietnam. Halong Bay, Vietnam. Et alors par contre derrière on va voir. Parce que je ne me souviens plus qui l'a passé ou pas. On voit que du coup, ouais, les deux là vont la passer. Donc Qingdao l'a passé. Et Ben Kiezela va la passer aussi. Enfin l'a passer aussi. Ah non, même pas en fait. Non. Alors non en fait. Je croyais qu'il l'avait passé mais non. Non. C'est rigolo. Alors peut-être que c'est un problème de positionnement. J'ai pas vu si ça avait été compté dedans. Peut-être que c'est un problème de cartographie. Hein, parce que c'est quand même bizarre d'être venu en panne juste là. D'être passé juste à côté en mode non mais en fait je la passe pas en fait. C'est quand même assez bizarre quoi. Donc là on voit la descente du coup, passage des îles du Cap Vert, certains qui passent à l'est, d'autres qui passent entre les îles. Là le passage pour eux a dû être sympa, UNICEF là, le passage entre les îles a dû être vraiment sympa. Même si c'est pas une course pour faire du tourisme, mais ça a dû vraiment être sympa. Là on voit qu'il y a eu un petit arrêt rapide. On entre dans le poteau noir. Avec une zone obligatoire pour passer le poteau noir. Donc on voit que le poteau noir ça passe plutôt pas trop mal en vrai. Le poteau noir passe plutôt pas trop mal.
Alors je viens de mettre les latitudes longitudes pour le passage de l'équateur. Mais clairement, on voit clairement qui va passer l'équateur en tête. Et on voit que du coup, bah ça... C'est pas facile, hein. C'est pas facile la sortie de poteau noir. Et voilà, et on rentre dans l'Alizé. Ça rentre dans l'Alizé. Et donc, passage de l'équateur pour Yacht Club Punta del Este. Enfin, passage d'équateur, c'est... Là, ça va passer bientôt. Et donc, ce bateau qui mène... Et voilà, passage de l'équateur pour les bateaux. Et donc, on voit que ça mène... Ils mènent l'étape qui les amène chez eux. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc là, on voit que du coup, ça part plutôt vers l'ouest. Alors, de toute façon, Punta del Este, c'est vers l'ouest. Hein, donc, du coup, il faut aller vers le sud-ouest, quoi. Et de toute façon, ici, il y avait une zone sans vent. Donc, fallait bien s'écarter. L'Alizé n'était pas si facile que ça à cet endroit-là. Donc, du coup, il fallait bien s'écarter pour aller chercher le vent. Passage du sprint intermédiaire. Donc, start. Et donc, qui passe en tête du sprint intermédiaire? Alors malheureusement, à ce moment-là, on perd la position de Yacht Club de Punta del Este. Et on est à la situation actuelle. Donc ça va se jouer du coup entre Yacht Club de Punta del Este, qui a malheureusement un problème de position. Et qui est d'ailleurs... Ah non. J'ai dit une bêtise. C'est vrai que sur cette course, j'avais oublié, il y a le mode, entre guillemets, le mode fantôme. C'est-à-dire que pendant 24 heures, je crois, tu es invisible par tes concurrents. Donc ça voudrait peut-être dire que Yacht Club de Punta del Este a vu une option qui se disent, vas-y, on va peut-être tester, on va tenter un truc. Donc ils se mettent en mode fantôme. Et donc du coup, ils tentent un truc. J'avais oublié ce mode fantôme. Et donc, bah, c'est pour ça qu'on les a pas. Donc la victoire pour le sprint intermédiaire va se jouer entre lui et... Enfin, entre Yacht Club de Punta del Este et Persévérance. Donc on peut pas savoir qui est en tête actuellement. Mais ça se joue entre eux deux. Et après on retrouve PSP Logistique, Dart to Lead, Zunai, Kinjao, Washington DC, UNICEF, Our, Isle and Ocean, Ben Kezela, Halong Bay, Vietnam. Et ensuite, bah voilà, le Yacht Club de Punta del Este qui est en mode fantôme. Donc j'ai pas donné les numéros de classement, enfin leur place, puisque bah en fait on sait pas trop là en fait. Là c'est un peu, on est un peu paumé quoi, un peu paumé quand c'est comme ça. On va regarder la météo pour les prochaines heures, les prochains jours. Donc on va regarder la météo. Donc je suis obligé de passer sur Windy parce que la carto de la Clipper est pétée. Donc du coup on va regarder la météo. Donc ils sont à peu près dans cette zone là. Donc on voit qu'actuellement l'Alizé est pas très forte. Mais ils vont essayer d'aller choper les vents portants ici de la dépression qui est en train de partir et qui nous a intéressé d'ailleurs sur la Global Solo Challenge. Donc ouais, l'idée ça va être de venir, je pense, choper les vents portants ici. Et en plus vraiment il y a de l'air. Il y a de l'air donc c'est plutôt pas mal. Donc on va descendre ici. Et après par contre ça a l'air de... voilà. Derrière la dépression il n'y a plus d'air quoi. Derrière la dépression, il n'y a pas l'air d'y avoir grand vent. Ah, quoique ça se réouvre là. Donc ouais, la descente va se faire ici. Et après, bah, spi et... peut-être un jeu d'empannage dans le coin ici. Donc là, on va descendre. Petit à petit, on va pouvoir envoyer les spies. Et ensuite descendre ici au portant. Là, on voit un nouveau petit enroulement. Petite dépression là, ici, là. Mais elle est vraiment toute petite. Hein. Elle est toute petite. Mais ça semble quand même marcher. Elle a quand même l'air de partir. Quoique non, elle a du mal. Elle a du mal. Et on voit que là, il y a une grosse barrière sans vent. Donc peut-être un contournement. Peut-être besoin de contourner. Bon, là, on est mercredi. Peut-être besoin d'aller contourner par le large. Parce que là, il y a une grosse zone sans vent. Soit ils vont aller chercher. Parce que leur arrivée, elle est par là. Punta del Este, c'est par là. Enfin, l'Uruguay, c'est par ici.
C'est par ici, l'Uruguay, je crois. Donc du coup, il faut qu'ils viennent par là. Et le problème, c'est que la zone sans vent... c'est par là, ouais. Là, il y a l'Uruguay. Et Punta del Este... Non, Punta del Este, c'est pas en Uruguay, c'est... Ah, quoique, si, c'est en Uruguay. C'est Uruguay ou Argentine? Ah non, c'est Argentine. J'ai un doute. Mais en tout cas, faut qu'ils viennent par là, quoi. Attendez, je vérifie. Donc, c'est bien en Uruguay. J'avais bien raison au début. Et c'est par là. C'est dans le coin par là. De ce que j'ai vu. Viens de regarder, c'est par ici. Alors, je la vois pas, mais... En gros, c'est par là. En gros, c'est par ici. Et donc, du coup, c'est par ici qu'ils viennent. Donc, bah, cette grosse barrière sans vent, là, elle est compliquée. Donc, il y a peut-être une option d'aller contourner par le large. Même si on voit que la zone sans vent, elle est très grande. Et est-ce que le contournement, là, vaut le coup? Ou est-ce que ça vaut plus le coup de traverser? Et je me pose la question, parce que c'est quand même... Ah, ça fait quand même un gros... une grosse zone en plus. Quand même beaucoup de chemin en plus à faire. Et surtout que ouais non, à partir de mercredi ça commence à s'évanouir un peu là. Enfin le vent commence à revenir un petit peu là. Ouais non, faut raser la côte. Non ouais non, faut longer la côte. Clairement faut longer la côte. Ça va venir en fait longer ici. Ça va être que du longe-côte hein. Enfin longe-côte. Entre guillemets, ils ne seront même pas à vue des côtes, je pense pas. Mais ouais, ça va venir longer ici. Et après on voit qu'il y a des nouveaux enroulements. Donc il faudra venir en fait pareil relonger derrière. Hein, quoique, non, ouais, relonger ou alors descendre ici, là. Là, je pense que ça pourrait descendre là, mais après, ce serait du près. À voir, bah, dans tous les cas, ce serait du près, donc... À voir. Soit ils iront par le large ici, pour ensuite revenir au près comme ça. Soit ils passeront par l'arrière, et donc du près ici. À voir. Je pense qu'il peut y avoir des belles options à suivre, là. Je pense qu'il peut y avoir des belles options à suivre. Après, on est jeudi, hein. Ouais, non, ils seront même pas là, en fait. Ils seront même pas là, mais en tout cas, ça va longer la côte. Ça c'est clair que ça va longer la côte. Ça va longer la côte. Et la zone sans vent c'est complètement évanouie. Donc ouais ça passera comme ça. Et après ce sera du près pour aller vers l'arrivée. Après ça va quand même assez vite hein, comme bateau hein. Ils vont quand même assez vite donc à voir. Surtout au portant ils vont quand même assez vite. Ça avance bien quand même comme bateau en vrai. Mais ouais quand même peut-être une petite zone avec un peu moins de vent. Mais normalement, ouais, ça va être du longe et après, on part comme ça. Mais il peut y avoir des options. Il peut y avoir des options. Il peut clairement y avoir des options. Donc, ça peut être extrêmement intéressant à suivre. Et on voit qu'après, ouais, à partir de samedi, il y a une nouvelle zone sans vent. Et justement, pour aller en Uruguay. Donc il va y avoir des options. Peut-être que ça va retamponner et tout. Ça va être très intéressant. Et quand je vous dis que ça va assez vite, on va regarder la vitesse. 8 nœuds 1 actuellement. Donc 8 nœuds 1 c'est quand même pas trop mal. On a l'habitude avec les IMOCA que ça aille beaucoup plus vite. Mais 8 nœuds 1 c'est quand même pas trop mal. Donc ça risque d'être très intéressant. La course risque d'être très intéressante. Vous voyez qu'ils sont déjà là hein, donc aller ici c'est pas non plus très loin quoi. C'est 3 jours à peu près je pense. On peut regarder en mettant une règle. Là 500 000. Mince. On va mesurer hein. Mince. À peu près. Ah zut. Ah ouais non mais c'est parce que je suis trop... Hop voilà. Donc là on va faire ça. On va faire ça. C'est 900 000. Donc 3-4 jours quoi pour y aller. 3-4 jours pour aller là-bas je pense. À peu près. Je sens que le vent en plus va rentrer. Ça va être du portant un peu fort. Donc ouais ça va aller assez vite. Mais en tout cas les prochains jours sur la course risquent d'être très intéressants. Et bien évidemment on refera le point samedi prochain dans Actu Large. Ça y est, il est à l'eau. Le deuxième IMOCA 900 foil est à l'eau. C'est celui de Jean Le Cam qui a été baptisé par Jacqueline Tabarly ce samedi à Port-la-Forêt. Peu de choses à dire car il ressemble énormément à celui de Eric Bellion.
La première sortie a déjà eu lieu, mais tout comme le bateau de Eric Bellion, il faudra attendre la première course finie ou du moins assez longue pour voir ce que ça va donner. On va suivre ça dans très près dans Actu Large. On finit cette Actu Large par l'Ocean Globe Race qui continue cette première étape. Et comme vous allez pouvoir le voir, le suspense, ouais, il y a plus trop quoi. Enfin voilà, un bateau qui s'est bien échappé. Donc on va voir ce qui s'est passé du coup pendant cette intervalle entre les deux Actu Large. Donc on voit le bateau qui est en escale pour des soucis techniques. Et voilà, qui est reparti. Et donc voilà ce qui se passe. Le premier bateau qui passe l'équateur du coup c'est Pendwick. Pendwick, premier bateau à franchir l'équateur. Et Pendwick a réussi à faire le trou, un trou énorme dans le poteau noir. Qui a vraiment réussi à faire un énorme trou dans le poteau noir. Et sur ses concurrents. Et derrière, on voit que c'est loin quoi. Alors, on voit un bateau qui a d'ailleurs fait escale à Dakar. Et voilà du coup la situation actuelle. Voilà, Pendwick, très belle avance. Pendwick actuellement à 7,99. Très belle avance sur le deuxième. L'esprit d'Helsinki, pardon. Qui est à 9,2 actuellement. Contre 7,9. Donc l'esprit d'Helsinki, pardon, va quand même un peu plus vite. Mais il est loin quoi. Marita Barley donc sur Pendwick 6 du coup est actuellement à, on va regarder la distance au final, à 3067 000 de l'arrivée. Le deuxième est à 3220 000. Donc un bel écart quand même hein. Ensuite on retrouve Translated 9, Maiden. Donc tout ça c'est dans l'hémisphère sud. Et ensuite des bateaux encore à la limite entre les deux hémisphères. L'Esprit d'équipe et Triana. Donc qui sont à la limite entre les deux hémisphères. Malheureusement avec cette carte on peut pas voir le passage, on peut pas voir l'équateur. Mais l'équateur il est par là je crois. Donc ils sont peut-être dans le sud à voir. Mais malheureusement on peut pas le savoir. Neptune derrière. Et là on voit un bateau qui tente une option. Hors la loi. Donc Outlaw qui tente une option à l'est. À voir ce que ça peut marcher. Galliana with Secure qui est ici. Ombre blanche à la bataille avec Sterna et Evrika. Et Explorer un peu derrière. Et bien sûr celui qui s'est arrêté, Godspeed, qui est dernier. Et qui arrive à peine aux îles du Cap-Vert. Mais on voit que là dans le poteau noir ça galère hein. Ça galère bien dans le poteau noir. On va regarder la météo du coup pour la suite. Donc voilà. La météo pour la suite, donc on voit que voilà, là c'est dans le poteau noir. Là ça sort du poteau noir. C'est en train de reprendre de la vitesse. Mais c'est très aléatoire. Par contre, si à un moment donné il décide de partir à l'ouest, il va être bien parce que du coup il va avoir du vent un peu plus. Il va être un peu plus abattu quoi. Donc il va être pas trop mal. On voit qu'ici c'est en plein dans le poteau noir. Et là vu cette direction il fonce droit sur le poteau noir aussi quoi. Moi je serais plutôt parti vers le large là actuellement mais bon. Et on voit que ici Pendwick commence à aller choper les vents portants. Donc il risque de recreuser un petit peu. On va commencer du coup par la météo pour cela. Comme on a vu sur les autres courses hein, le vent va donner au fur et à mesure. Et donc du coup ça risque de permettre à Pendwick de se barrer, de s'enfuir par devant. Et tous les bateaux un peu en avant vont pouvoir partir et peut-être larguer un peu leurs petits copains qui sont derrière. Même si là, ceux-là ont déjà complètement largué les bateaux de derrière, mais ça risque de pas s'améliorer dans les prochaines heures. Surtout qu'il y a du vent plus fort devant quoi aussi hein.
Même sans que ça donne fort, le vent sera plus fort devant. Donc ça va partir. Ça va partir. L'option, je pense que c'est d'aller tout droit là. Faut foncer droit. Droit comme ça. Pour en fait aller choper la dépression quoi. Pour aller choper la dépression. Qui va les aider à aller vers les îles du Cap Vert. Pas les îles du Cap Vert, mais vers le Cap, pardon. Désolé, c'est le dernier enregistrement, je dis des petites bêtises. Vers le Cap, ouais. On voit quoi, il y a de l'air. Donc voilà, ça va être du près tout droit jusqu'à choper les vents portants pour aller vers le Cap. Mais une traversée qui s'annonce plutôt pas mal. Et on voit qu'après le 8 octobre, le vent commence à tomber. Mais ce sera du portant ici, donc je pense que l'idée sera par là. Hein. L'idée sera d'avoir chopé ça par ici et passer soit dessous. Ouais, je pense qu'il faudra passer dessous. Je pense qu'il faudra passer dessous. Par contre, ce qui veut dire qu'à la fin, bah c'est l'arrivée sur le cap et c'est pas facile. Là, il y a un petit couloir devant, donc je pense que ce sera l'objectif de tous les bateaux, ce sera le couloir devant là. Enfin, pour les premiers bateaux. Et ensuite arriver en face du cap. Mais le cap, on l'avait vu sur la Desolation Race. L'arrivée au cap, c'est pas facile. Donc ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être intéressant. Et on regarde que ouais, il y a un petit couloir. Et par contre, après le couloir s'évanouit. Et ce serait du près. Alors, t'as le choix d'arriver, d'avoir descendu, continuer à descendre vers le sud et de repasser par là, ou faire du près ici pour aller sur le cap. À voir. Ça risque d'être intéressant. Derrière, on va regarder la météo pour tous ceux qui sont dans cette zone-là, là, poteau noir et tout ça. Bon, l'idée, c'est vraiment de sortir du poteau noir le plus vite possible et après de suivre la trajectoire des leaders, comme l'esprit d'équipe actuellement. Outlaw va virer de bord aussi et repartir vers l'ouest, je pense. Je pense que l'est, ça n'a aucun avenir. Je pense que vraiment l'est n'a aucun avenir. Et après, bah, c'est de la ligne droite dans l'Alizé. Et je pense que eux, par contre, vu qu'ils sont un peu plus loin, ce qui va être visé, ça va être un peu plus à l'ouest. Ils vont plutôt viser, je pense, par ici. Puisqu'on a vu qu'après, la zone sans vent se remet en place. Donc je pense que ce sera plutôt une visée par là pour ensuite recommencer à essayer de rentrer. Je pense que ce sera plutôt une visée par ici. Pour ensuite essayer de choper les dépressions dans le sud pour pouvoir aller vers le cap. Ouais, je pense que ce sera ça. Parce que derrière, sinon ça va être trop compliqué. Et du coup pour le dernier bateau, je sais pas trop ce qu'il fait là, je sais pas pourquoi il fonce droit dessus comme ça. Pourquoi il fonce droit sur le poteau noir. Parce qu'on a vu clairement que le poteau noir allait être fort par là. Il faudrait plutôt pour moi aller là. Ah quoique, attends. 3 octobre, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre là. Ah à mon avis l'option c'est de passer là. Hein. Je pense qu'à mon avis ils ont l'option de passer à l'est là. Ah c'est parce que c'est le genre d'option qu'on voit rarement. C'est le genre d'option qu'on voit rarement, mais ouais, ça s'ouvre un peu le 4 octobre, ouais, ok. Et après, le 5, c'est refermé, quoi. Mais ouais, il y a des petites zones sans vent, des petites zones avec de l'air, enfin... Ah, c'est peut-être une bonne option, en fait. Enfin, c'est peut-être la moins pire, entre guillemets. C'est peut-être la moins pire. De toute façon, là, c'est pas facile. Mais ouais, il y a peut-être une option de passer par ici et après de prendre l'Alizé. Ouais, ça semble un petit peu s'ouvrir. C'est un peu ouvert quand même. Hein. Et après l'Alizé, ça passe. Ouais, intéressant. Mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir des petites options là sur les prochains jours de course. Donc ça va être super intéressant. Et on verra comment ça se passe et comment ça s'est passé samedi prochain dans Actu Large. La course au large, c'est aussi des bonnes nouvelles. Et celle-là en est une excellente. Armel Tripon a lancé la construction de son bateau en carbone revalorisé. Le Vendée Globe visait 100 mètres le prochain, même si les chances d'être au départ sont infimes. Les partenaires ont l'air ok pour au pire aller sur celui de 2028, ce qui ferait déjà 2 bateaux neufs pour 2028. Le Vendée Globe attire toujours, et ça fait super plaisir.
Cette nouvelle est une super nouvelle pour Armel qui a montré de très belles choses en course au large. Après avoir galéré à trouver des partenaires, il peut enfin construire son deuxième IMOCA. Et ça fait super plaisir. On va le suivre de très près dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un, ou si êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget, notamment Nicolas Troussel. Ça serait génial qu'il arrive à rebondir et qu'il fasse un gros pied de nez à cette banque. Donc n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget. Même voilà, Nicolas Troussel, même si son bateau est pas génial, même si c'est un peu compliqué, je pense qu'il y a quand même du potentiel. Je pense qu'il y a quand même, ça peut quand même le faire. Donc n'hésitez pas à aller les aider. Et n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget si vous avez les moyens. N'hésitez pas. Je compte sur vous et les skippers comptent sur vous. C'est un très bon retour sur investissement. Donc n'hésitez pas. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.